Alors, Angélique Cadet, et moi j'ai écrit la saga Fantastique Mission Mermaid. Alors, moi, j'ai deux orientations. Je m'appelle donc Daisy de Palma-Joz. Deux orientations dans mon écriture. J'ai une partie roman avec l'univers d'Hesperia, donc ça c'est de la fantasy, et j'ai une partie recherche sur les dragons, puisque je suis aussi dragonologue. Donc, Mélissa Cadarcy, animatrice d'ateliers d'écriture et écrivaine de textes plutôt courts, poèmes, contes, nouvelles. Bénard B. G. Georges M. Marie, dessinateur, illustrateur de bande dessinée, personnage grand-mère Cal et lui-même, donc l'homme au chapeau. Anar Karim, scénariste, auteur de BD. Alors bonjour, moi je suis Nicolas Arthur et je suis l'auteur de romans d'Heroic Fantasy, de Urban Fantasy et de Dark Fantasy. J'ai écrit Damgel, Les Cercles du Pouvoir. J'ai écrit Belém dans l'ombre du soleil. Et j'ai également écrit la trilogie fantastique Les Héritiers du Chaos. Donc, Dugan Claire, autrice en fantasy, fantastique, horreur, publiée chez Formzine. Grand-mère Cal, alors. Ça va être notre premier Allons-y. sujet. Et donc, comment vous avez abordé ou vous pourriez aborder ça si jamais vous l'avez pas fait ou si là vous avez déjà abordé. Est-ce que comment vous voyez Grand-mère Cal? Qui veut se lancer? Ah, C'est moi, comme ouais, je veux bien parler puisque je ne l'ai jamais mise dans un livre. d'accord. Je laisse après pour les autres Ouais. qui en ont fait un thème. Pour moi, je dirais que Grand-mère Cal, c'est un personnage énigmatique, c'est sûr, surtout équivoque, associé à la magie noire, à la sorcellerie, et elle a fait trembler certainement plus d'un, elle fait trembler certainement encore pas mal d'enfants. Euh, on lui prêtait le pouvoir de voler, mais bon, de voler comme les sorcières, peut-être pas sur un balai, mais de voler, peut-être de translater plutôt, on dirait à l'heure actuelle, c'est-à-dire de se retrouver dans différents points. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on regardait souvent derrière nous pour voir si elle était là, de surgir brusquement n'importe où dans le dos des enfants. Euh, J'habite à Chambord et ici on entend parfois le cri du Fouquet. Et à chaque fois on me dit le Fouquet, ça veut dire grand-mère calme. Le bruit du Fouquet, tu vois, c'est lié à l'orage qui arrive, la tempête, la mer forte. Grand-mère calme n'est pas loin. Et en effet, cet oiseau remonte dans les gorges, les ravines. Et on dit que grand-mère Cal a perdu son enfant dans une ravine, qui se serait morte, qui se serait noyée. Donc, ce Fouquet, qui est toujours vu avec elle, serait peut-être l'âme de son enfant perdu. Mhm. Donc, voilà, pas mal de trucs, en tout toujours que c'est très, très mauvais, on l'associe au malheur. On raconte qu'elle est devenue folle de chagrin, et pour moi, grand-mère Cal, quand plus je remonte dans l'enfance, grand-mère Cal, c'est la gardienne du temps. Parce qu'on était toujours en train de dire, grand-mère Cal, quelle heure il est? Et on faisait des rondes où, quand il arrivait à 6 heures, alors là, c'était grand-mère Cal qui commençait à courir après tout le monde. Donc, on avait le temps de courir et de s'amuser, de faire tous nos jeux puérils pendant la journée. Mais 6 heures, ben, c'était l'heure fatidique. La loi parentale, elle tombait à 6 heures, hein, il fallait être rentré. Donc, grand-mère Cal, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire comment dire ça, elle représentait les parents, elle représentait ce qu'on devait faire, la société, les cadres, le cadre sociétal, quoi. Ok. Mais toi, tu la transformerais comment en fait? Admettons, tu dois la mettre soit dans une Oui. histoire, soit dans ton monde en fait. T'en ferais quoi? Alors, dans mon monde, j'ai
quelqu'un qui est ce grand-mère Cal, mais je ne l'ai pas appelé grand-mère Cal parce que c'est un dieu, et il s'appelle Mokal. D'accord. Donc c'est... Alors, on retrouve grand-mère Cal, mais avec Mok, c'est-à-dire le faux, le faux Cal. Donc Mokal, le dieu de la guerre, c'est le dieu des mondes souterrains dans mon univers, et le dieu des pierres, et c'est celui que l'on voit dans le livre susciter la haine entre les gens, fomenter des guerres exprès pour les voir s'entre-déchirer, et il est tout content lorsque les humains s'entre-déchirent parce qu'ils disent c'est comme ça que je vais avoir plus de clients. Il a le sens du business en fait. C'est bien. Oh, totalement. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire moi sur grand-mère Cal parce que voilà, j'ai un petit peu triché avec le personnage réel, du moins avec ce que j'ai gardé de l'enfance. Ok. Et quelqu'un, sinon faut ouais, vas-y. Pour rebondir. Vas-y, en rebondis. fait, moi, du coup, je fais une saga et tout, mais je voulais pas forcément me baser sur les mythes que tout le monde connaît. Mais à un moment donné, manque d'inspi, tu es obligé de... Il y a des trucs qui te rattrapent et tout. Et comme tous les enfants, quand j'étais petite, j'avais peur de grand-mère. Moi, je me souviens, une fois, je suis pas folle, ok, je me souviens, c'est un traumatisme d'enfance, le matin et tout, avant d'aller à l'école, mais je pense que c'est une blague des voisins. Genre j'ai entendu un rire de sorcière et tout et j'étais traumatisée de grand-mère Cal, bref. Sympa les voisins. T'avais de super voisins. Rire, tu sais. Mais genre je devais avoir genre 8 ans comme ça, si je sors de chez moi, j'allais à l'école et tout et j'entends bref, j'arrive plus à trop imiter le rire mais c'était très flippant. Et bref. Tu l'as réutilisé en fait dans... T'as pas un personnage qui rigole comme ça après dans tes romans? Non. 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 C'est pas descriptible, c'est pas un truc que tu peux te décrire, tu vois, faut l'entendre pour ressentir tu vois, la terreur du truc, bref. Oui. Et donc, mais moi, je vois pas, en fait, j'ai eu peur de ça toute mon enfance un peu, mais en tant qu'adulte, je vois pas grand-mère Cal forcément comme une méchante, j'ai envie de la voir comme une gentille, mais qui a souffert, genre une esclave peut-être, qui a vécu des trucs horribles et tout, et qui est devenue une sorcière avec des pouvoirs magiques. Et je sais qu'il y a plusieurs versions, mais moi, il y a une version que mes grands-parents avaient gardée. C'était en gros que grand-mère Cal, c'était une sorcière qui pouvait se transformer en oiseau. Dont, toi, voilà, l'histoire avec des oiseaux, il y a toujours un truc comme ça. Et donc, on dit, enfin, je crois qu'il y a un truc aussi de sirène, mais il y a la sirène femme-poisson et il y a la sirène femme-oiseau, mais bon, bref, ça, c'est une autre déviation, je crois. Et du coup, moi, dans mon histoire, en gros, la réinvention que j'ai fait, c'est grand-mère Cal qui était injustement condamnée et donc elle pouvait se transformer en oiseau pour aller prévenir les autres esclaves d'un malheur qui allait arriver, etc. Mais c'était dans le sens gentil, quoi. Et donc voilà, après il y a eu toute une descendance de sorcières qui est arrivée dans mon histoire suite à grand-mère Cal. D'accord. Ça a fait tout un panthéon en fait. Presque. Comment ? Il y a eu toute une sorte de panthéon, enfin de toute une famille de créatures ou de sorcières qui a été créée à partir en fait, dans mon histoire, en gros, elle a rencontré d'autres sorcières et ça fait un clan. En gros, ce clan-là, ils sont restés qu'entre eux et il y a eu plusieurs descendances jusqu'à la nouvelle génération qui a croisé mes personnages dans ma saga et tout. D'accord. Je pense que c'est tout un truc. Ok. Ah, c'est marrant. Juste qu'on fasse le tour un petit peu rapidement parce que en fait j'ai mis le minuteur et en fait ça pas super vite. Je sais pas si on aura le temps de faire les trois en fait. Du coup BGM. Ensuite de toute façon tout le monde y passera. Donc je fais au hasard si vous voulez intervenir avant. Voilà, vous me dites et puis voilà. Oui, non, nous donc, grand-mère Cal, pour nous, quand on était petits, on ne connaissait pas tout ce qu'il y avait autour de grand-mère Cal, son enfant, l'endroit où elle a vécu. Grand-mère Cal, pour nous, c'était le père Fouettard. Si on voulait nous faire peur, on nous disait grand-mère Cal venir sous Kaou. Ouais, donc, dès qu'on disait grand-mère Cal sous Kaou, tout le monde se barrait, on allait se planquer parce que ça allait faire mal. Et donc, c'est après qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a lu des choses autour de grand-mère Cal. Et ça m'a fait penser à une histoire à un moment donné, l'histoire du loup
dans les contes européens. Donc, pendant des années, on disait que le loup était méchant, le loup mangeait le petit chaperon rouge, le loup faisait tout. Et de plus en plus, on voit des livres qui disent que le loup, finalement, il est gentil, le loup, il est. Bon. Le loup n'attaque pas l'homme. Hein. Elle est peut-être méchante, mais elle est peut-être aussi bête. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, je vais faire un personnage de quelqu'un qui est méchante, mais qui est bête en même temps. Et c'est comme ça que j'ai fait mon grand-mère Cal à moi, qui est bête et méchant. Mais toi, t'as un peu le filtre humoristique avec. Du côté humoristique, forcément, parce que le but, c'est de faire rire. Parce que là, encore une fois, c'est casser cette image de grand-mère Cal qui fait peur, qui viendra nous souquer. C'est peut-être un peu ma vengeance par rapport à ce qu'on me disait quand j'étais petit. Quoi. C'est une thérapie. Donc, voilà, c'est une thérapie. Forcément. Le conte est subversif. Ok. Et mais ouais, quelqu'un veut en parler? Moi, je veux bien, ouais. Bah vas-y. Alors, moi, j'ai jamais utilisé grand-mère Cal dans mes textes parce que j'ai jamais vraiment été attiré par le côté folklore traditionnel à La Réunion. J'aime bien utiliser nos paysages, des endroits qui me plaisent dans mes écrits. Mais j'ai jamais voulu utiliser les légendes réunionnaises comme grand-mère Cal ou ça. Donc, si je devais demain m'en servir, je pense que je l'utiliserais, parce que grand-mère Cal pour moi c'est l'image d'une sorcière. Donc, si je voulais introduire une sorcière d'une manière ou d'une autre, je pense que je partirais plutôt vers de l'heroic fantasy. Et comme c'est Made in Réunion, a priori, je vais essayer de créer un monde d'heroic fantasy autour de la Réunion. J'avais déjà commencé à faire un truc de ce type-là, un texte que j'ai jamais terminé. Et honnêtement, quand je l'ai écrit, j'ai pas forcément pensé à l'introduire, mais du coup, c'est pas une mauvaise idée. Ah bah, définitive. Ouais. Ok. Il reste. Alors, Mélissa ou Claire? Alors, en fait, tout ce que vous avez dit, plein de résonances, mais voilà, pour aller un peu à l'essentiel, moi j'ai utilisé le personnage de grand-mère Cal dans 2 textes que j'ai écrits sur 2 tonalités complètement différentes. Sur le premier texte, je l'ai utilisé comme un peu une présence inquiétante, pas forcément visible, mais voilà, avec les bruits qui sont associés, les bruits de chaîne, la présence à la tombée de la nuit. Pour un personnage qui serait qui était un peu en fuite dans la ville de Saint-Denis. Et ce serait comme un peu cette espèce de souvenir, de mémoire de l'esclavage voilà, présente sur l'île et notamment du coup, à Saint-Denis. Et après, j'ai utilisé le personnage dans un conte pour enfants que j'ai écrit. Et l'idée, c'était leur faire peur, casser l'image de grand-mère Cal. Un peu comme voilà, certains d'entre vous ont pu le faire, en détournant en fait le fait que c'était effectivement une femme qui avait eu un parcours difficile avec des épreuves. Ça je vais. Elle a joué. Je vais lui dire ça lag. C'est grand-mère Cal qui lui a jeté un sort. Je vous avais dit Me dire la vérité. Ça revient. Là, tu as bloqué. Ouais, ça a lagué. Alors ça a coupé quand? Alors, tu étais à. T'as fait un compte pour enfants pour les terroriser. Et non, je rigole. Ok, je reprends là. Donc, dans ce conte pour enfants, j'ai détourné l'image de grand-mère Cal, un peu comme certains d'entre vous, en disant que c'était une femme qui avait subi des épreuves et que donc elle vivait solitaire et qu'elle utilisait ses pouvoirs pour pouvoir vivre seule, un peu en harmonie avec la nature et notamment en découvrant les vertus du chouchou. C'est marrant ça. Et on avait peur d'elle parce qu'elle vivait seule et à l'écart à sa façon à elle. Voilà, mais pas forcément des pouvoirs. C'était pas quelqu'un qui
venait ni enlever ni terroriser les enfants. C'est juste que comme elle vivait à l'écart et qu'elle était marginale, En fait, un peu comme les sorcières européennes, quoi. Les sorcières, comme, voilà, oui, ont marginalisé, donc malfaisantes. Oui, et puis qui finalement savaient faire des choses que d'autres personnes, notamment des femmes, ne savaient pas faire, et donc du coup de la peur du fait de leur connaissance. Ok. Voilà. Claire? Ouais. Moi, on va dire que dans mon roman, j'ai essayé d'inscrire justement Grand-mère Cal dans un contexte historique. Donc, j'ai pris toutes les dates et je dis, bon, bah, elle vit de telle époque à telle époque. Et elle est surnaturelle parce que par essence, elle est fille de cyclone. Même si elle a une enveloppe corporelle humaine, elle est différente de nous. C'est ça qui explique sa cruauté, on va dire. Parce que finalement, elle est différente de nous. Et elle est du coup liée à la figure du grand diable. Parce que dans mes recherches, j'avais vu que dans certains côtés du mythe, elle était mariée justement à cette figure. Voilà, et dans mon roman, c'est le fils de la fournaise carrément. Et du coup, c'est vraiment plutôt des forces de la nature, quoi, qui sont là, qui interviennent de temps en temps, qui se moquent de l'humanité. Ouais. Et est-ce que le fait qu'elle soit fille de cyclone, tu l'as trouvé quelque part ou c'est toi qui l'as inventé? Parce que ça me parle en fait, mais peut-être que je l'ai lu ailleurs. Collaboration. Je sais pas du tout si je l'ai lu ailleurs, parce que des fois on prend des choses extérieures sans s'en rendre compte. Mais moi, c'était plus du principe que le grand diable, il est de terre et de feu, et elle est à son opposé, et c'est-à-dire qu'elle est de vent et d'eau. D'où aussi son rapprochement avec le pétrel aussi, qu'elle peut vraiment manipuler, parce que lui, c'est plutôt élément aussi haut du E, R et O. D'accord. C'est pas un pétrel, hein, c'est un fouquet. Elle préfère un pétrel. Un cri très particulier, le fouquet. Ouais. Ok. Bah du coup il reste moins en fait. Tant qu'à faire. Bah je l'ai utilisé dans la BD les X-Moon. Et bah en fait comme ça mélangeait mythologie locale et histoire de super-héros, il y a une autre forme de mythologie urbaine. Enfin c'est de la mythologie urbaine en fait. Et j'ai gardé l'image qu'il y avait. C'est-à-dire la sorcière. Mais en fait, sous l'aspect un peu méchant, mais après les X-Moon c'est humoristique. Donc c'est pas dramatique en fait. C'est quelque chose qui est là pour faire rire. Mais sous le fait qu'elle ait envie de commettre des méfaits, etc. C'est le fait qu'elle était amoureuse. Et toute son entreprise dans les X-Moon, c'était pour essayer de délivrer son amant qui était prisonnier des enfers. Et voilà, après, comme c'est un peu une parodie des X-Men, il fallait que je crée une équipe, il y avait les super gentils, il fallait que je crée une équipe de super méchants. Et les super méchants, du coup, je vais prendre la totale. Donc, elle est accompagnée de la Buse. Qui est devenu une espèce de pirate. Citaran, oui, mais Citaran, ouais, mais en fait, elle va chercher Citaran dans une grotte. Mais de toute façon, ça va permettre de lancer le volcan après. mais Citaran, il est le serviteur de Grand Diable. Et du coup, entre Citaran et Grand Mercal, ils s'entendent pas en fait. Ils peuvent pas se blairer en fait. Il n'y a pas d'affinité. Et j'aime bien ce côté. C'est pas tous les méchants ils sont méchants et tous les gentils ils sont gentils. Du coup, c'était marrant de voir le fait qu'ils soient pas forcément d'accord. Après, le personnage de Grand Mercal, il faudrait en faire une version... une minute. Hop. Il faudrait en faire... Enfin, moi, je pense à en faire une version, mais où elle est Mélissa.
On a perdu encore. Ok. Et voilà, elle est revenue. Non, il faudrait, enfin, je pense à en faire un personnage à part entière en fait, et vraiment essayer de que ce soit pas forcément la méchante de l'histoire. C'est un peu, je sais pas, façon de Joker, mais Joker gentil. Tu vois, ça pourrait être marrant en fait d'avoir l'équivalent du Joker, mais façon féminin, mais local. Oui. Ouais. Mais elle ne semble pas si méchante et si, puisqu'elle aime. Elle est guidée par l'amour dans ton histoire. Oui, mais les méchants, ils sont pas forcément méchants. Enfin, un méchant, enfin, pour moi, pour le rendre plus crédible, il faut qu'il soit le plus humain possible. Tu vois, si tu lui mets pas un côté très humain, pour moi, en fait, la façon de fonctionner, ça va pas être, il va être trop loin de nous. En fait, c'est vraiment le croque-mitaine. Et du coup, on n'y croit pas, tu vois. Alors, si tu lui donnes des qualités humaines vraiment profondes, ça l'excuse pas, mais ça le rapproche de nous. Et du coup, même dans les X-Moon, j'ai voulu mettre le... En fait, dans les méchants, en fait, dans les X-Moon, ils ont tous un truc affectif. mais grand-mère Carl, ouais. Pour un bon méchant, c'est compliqué, en fait. Ouais. Parce que, je rebondis sur ce que tu disais. On en parlait encore avec mon fils il n'y a pas si longtemps parce que on discute beaucoup manga avec lui et il me parlait de son personnage antagoniste principal, celui qui lui plaît le plus de tous les trucs qu'il a regardé. C'est le personnage de Nox dans Wakfu, et qui est un animé français, qui plus est. Et il me disait que ce personnage-là lui plaisait beaucoup parce que justement il était bien construit. Il avait de bonnes intentions au départ, il essayait de sauver son peuple et machin, et puis il a basculé dans la noirceur et dans la folie parce qu'à force d'essayer, voilà, il s'est dit il faut qu'il ait le plus grand pouvoir possible pour pouvoir y arriver. Et le personnage est tellement bien construit, et je suis assez d'accord avec lui là-dessus, que en fait, même si c'est le méchant, on a quand même de la sympathie pour lui, quoi. Voilà. Ouais. On n'a pas forcément envie qu'il gagne, mais bon, parce que c'est pas le héros, mais bon, voilà, on comprend sa démarche, en fait. Voilà. Et moi, je ressentais un peu ça par rapport à Thanos, par exemple, dans les Marvel. Je trouve que son point de vue est pas mal non plus. Donc voilà. Pour conclure, c'est vrai que l'anti-héros ou l'antagoniste principal, c'est pas forcément très simple à construire. Et je pense qu'il faut vraiment s'y attarder si on veut qu'il soit crédible. Ouais, mais j'ai tendance à considérer que l'antagoniste, ça c'est une ficelle de scénario assez bateau, c'est que l'antagoniste, il représente ce qui fait le plus peur à ton personnage principal. C'est juste l'incarnation du problème de ton... Et en gros, je trouve ça... ça fait des choses prévisibles, mais ça permet de simplifier pas mal la sauce quand on a 50 trucs à gérer. Et ça permet vraiment de... Tu peux mettre ta surprise ailleurs, en fait. Du coup, une fois que tu as réglé ça, tu peux... Quand tu bosses sur un... Enfin, ça c'est mon point de vue personnel. Tu es sur un genre, SF, fantasy, peu importe. Les gens qui achètent... Enfin, c'est ma vision, hein, je dis pas que ça marche comme ça. Les gens achètent ce que tu fais parce qu'ils s'attendent à trouver les ingrédients de la SF ou de la fantasy. Et donc forcément, ça t'oblige à remettre certains clichés. Et pour que le gars qui achète, il en ait pour son argent. Mais le souci après, tout le problème, c'est comment raccommoder la sauce avec des épices pour que il ait l'impression de manger un truc un peu... C'est pas comme dans le resto d'à côté. Et la surprise, c'est... Ouais, c'est pas si... Je sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est assez compliqué parfois, ouais. J'ai écouté tout à l'heure une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Machine à écrire. Je sais pas si vous connaissez, c'est un podcast sur l'écriture. Et justement, ils évoquaient le fait qu'il y ait de plus en plus de séries télé. Et du coup, c'est de plus en plus difficile de se distinguer dans les séries télé. Et que souvent, tu commences un truc et tu entre guillemets, voilà, je pense que vous ressentez la même chose en tant qu'auteur. En fait, tu as l'impression de déjà savoir ce qui va se passer, de presque pouvoir écrire la fin. Et c'est de plus en plus difficile d'original. Et voilà, donc, effectivement, tu as des attentes, mais du coup,
comment aussi se distinguer dans ces attentes-là, quoi. Pour moi, dans les séries, il y a une règle des méchants. Enfin, je trouve que ça se répète tout le temps, mais ça marche et tout le monde kiffe ça. Et enfin, moi-même, je le fais. En gros, tu as toujours un premier méchant. Et ensuite, tu as le premier méchant qui va se rallier au héros parce qu'il y aura un autre plus grand méchant derrière. Et ça se fait que finalement, le premier méchant, il va devenir un méchant que tu aimes bien, etc. Et ça se fait partout. Et franchement, c'est plus surprenant, mais moi, je kiffe. Enfin, moi, c'est un peu ça. Oui, mais je crois qu'on appelle ça Moi aussi, des j'utilisais ça. Je crois qu'on appelle ça des Bah ouais. clichés. Un donc, cliché, c'est- ouais. Ouais, mais c'est les pour ça gens, que les gens aiment ça, hein. les séries, à un moment donné, on ne regarde plus, quoi, parce on sait comment ça va finir. Ouais, mais on le regarde quand même. Et- C'est ça. oui, il y en a peut-être, oui. En général, je regarde les 2-3 premiers et après j'arrête parce que je me dis ça y est, je sais comment ça va finir. De toute façon, le personnage trop gentil, celui qui reçoit les coups, qui tend la joue gauche, voilà, joue droite, machin, là, non. Hein. Il risque de déplaire assez rapidement parce que Oui. personne n'aime les personnages qui sont trop lisses en fait. On Ouais, aime les c'est vrai. personnages qui sont plus contrastés en vrai. Ouais. On a besoin de quelqu'un qui réagisse de temps en temps, j'allais dire, avec ses tripes, c'est-à-dire qui explose et qui hurle un peu aussi contre ce qui arrive et non pas se laisser faire et non pas toujours accepter. Non. Et, Le personnage, justement, est là pour que l'on puisse ouais, mais, donner une part de notre réaction par rapport à tout ce qui arrive. mais t'es obligé d'avoir un côté sympathique à ton personnage au début de l'histoire. Enfin, moi, c'est toujours la Moi, c'est problématique. Oui, Ouais. il faut. c'est la technique Save the Cat. Qui Save Ouais. the Cat, le personnage est tout de suite Ouais. attachant parce que oh, regardez, il est trop mignon, il a sauvé un chat. Ouais, mais il faut pas qu'il y Et ait au que contraire, ça. si tu veux qu'il soit méchant, oui, mais si tu veux que par exemple il soit méchant, tu kicks le chien. Si tu frappes le chien, c'est tout de suite méchant. Non, Il y a un C'est ça. petit Frappe pas les chiens. de... Ah bah tu vois, Ça marche. c'est des Ah, petits non. mots à taper le chien. ça c'est Je sacré. connais pas ces mots, mais Ouais, Et c'est même Snyder. en règle aussi. Ouais. Ouais, vas-y. En amour, genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les trucs romantiques, c'est toujours le deuxième mec le bon. Genre, s'il y a deux mecs, non, vraiment, c'est la vérité. Ok, Genre, ok. sauf dans Twilight, qui est un peu l'exception à la règle. Dans Twilight, ils ont fait des trucs bien, mais vraiment dans les séries et tout, j'ai remarqué, il y a toujours deux mecs. Au début, ils vont te faire croire que le premier mec, c'est le bon, nanani, nanana. Saison 2, je crois que ça switch. Ah bah. Et voilà. Bah ouais. Donc on est d'accord, dans Twilight, elle aurait jamais dû choisir Edward, elle aurait dû choisir Jacob, on est d'accord. Normalement, c'était Jacob dans la loi, mais bon, après, eux, ils Pour ont moi, switché c'était Jacob. à fond. Ouais, franchement, quand j'ai Ouais. vu le truc, je me suis Le dit, loup, mais le pourquoi vampire. elle s'obstine, elle est con, quoi. Bon, Il y avait après, ça, c'est mon point 90% de vue, quoi. chances Je que laisse ce soit le choix à deuxième. Mais... chacun de... Ok. Donc, dans Moi, une j'étais pour le histoire. loup-garou, perso, Ouais. voilà. Si on revient un petit peu sur Grand-Mère Cal, où on a terminé, du coup. Je pense qu'on a terminé depuis un petit moment. Oui, on est passé à autre chose déjà. Ça nous a amené un peu loin. Sachant que déjà, je pense que sur les antagonistes principaux, on pourrait faire une seule émission rien que là-dessus. Ouais, bah là on a explosé, j'avais mis un petit minuteur sur mon écran et on a explosé le truc complètement. Bah, de toute façon, si on peut pas traiter là, on fait plus tard, théoriquement. Pour la prochaine. Ouais, je pense qu'on l'a même pas épuisé, Grand-Mère Cal, parce qu'à chaque fois on fait plein de parenthèses et on pourrait en parler une nouvelle fois, peut-être sous un angle différent, ça pourrait être marrant. On va essayer d'enchaîner un peu. On avait dit que le deuxième c'était Volcan. Donc, à votre bon cœur qui commence. Si vous avez déjà fait des choses, si c'est inclus dans du... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Bah, écoute, le volcan, pas en tant qu'entité à proprement parler, mais comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime bien utiliser les paysages de la Réunion. Et le volcan, je trouve que c'est l'un des lieux les plus majestueux qu'on ait. Donc du coup, je m'en suis servi dans pas mal de mes textes, et notamment dans ma trilogie sur les héritiers du chaos. Le volcan, où
les environs du volcan, la plaine des sables, l'enclos, tout ça. C'est les endroits principaux où ont lieu souvent les combats, les scènes d'action. Pareil dans Damgel, l'un de mes premiers textes. J'ai utilisé beaucoup la plaine des sables, j'ai utilisé beaucoup les paysages du volcan uniquement, principalement pour les scènes de combat. Donc je m'en suis servi énormément parce que en fait j'ai le souvenir d'avoir bloqué, je me rappelle sur la fin de Matrix, la scène de fin, le combat final avec Smith, où je trouvais que entre les immeubles, tout ça, c'était merveilleux. Mais je me suis dit, ça aurait encore plus de gueule si on l'avait fait au volcan, en fait, le combat. Donc, toujours, je me suis dit, il fallait que je mette des combats épiques comme ça dans ce paysage-là. C'est pour ça que je me suis acharné quasiment sur toute ma trilogie, voire sur Damgel. Il y a aussi des passages dans Belém. Voilà, où on retrouve régulièrement le volcan et le paysage du volcan, le piton de la fournaise. J'ai utilisé à toutes les sauces, moi, perso. Et j'avoue que je pense que je vais commencer à essayer de m'en servir peut-être d'une autre manière parce que les combats tout le temps, bon après ça va peut-être finir par devenir lassant parce que ceux qui me lisent, ils vont finir par... On a déjà vu ça quelque part, donc je vais peut-être essayer de changer pour la prochaine. Ouais, voilà. Un volcan de glace ou maintenant il y en a sur certaines planètes en fait, c'est composé de boue et d'eau, tout ça, ça peut être marrant. Ouais. Ouais, dans notre système solaire, on a ça. Ouais, c'est marrant. Le volcan, ça rejoint ce qu'on avait fait avec Julie Herman, de toute façon. Hein. Ouais. Si on parle du volcan, on ne peut pas ne pas parler de Julie Herman et de ce qu'il y avait avant. Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il y a des forces dans cet endroit-là et dans d'autres endroits à La Réunion, hein, puisque La Réunion est entièrement volcanique. Donc, c'est vrai que ça inspire. Et Jules Herman, ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est par rapport au fait qu'il se baladait dans les montagnes en fait de l'île. Il fumait un peu d'opium, mais ensuite il partait se balader un peu et il voyait un certain nombre de choses. Non, mais c'est véridique. Il y avait encore, à l'époque, il y avait encore des fumeries à Saint-Denis. Et c'est parce il avait perdu un œil, je crois, et ça lui faisait des douleurs horribles. Et du coup, bah. Toutes les excuses sont bonnes pour fumer de l'opium. Exactement. Non, mais... Putain, on lui pardonne rien en fait. Arrêtez de moquer de Julie Herman, s'il vous plaît. Mais après, alors, juste pour finir. Moi, je suis pas du tout spécialiste, mais je trouve que l'approche qu'il a eue, qu'elle soit complètement, enfin, je pense qu'elle est complètement imaginaire. En tout cas, elle nourrit beaucoup de choses aujourd'hui. Elle nourrit beaucoup d'œuvres en s'appuyant sur les paysages de La Réunion. Donc, c'est quand même assez riche. Je trouve que peut-être ça prend beaucoup de place. Et du coup, peut-être ça laisse pas de place à... Enfin, tu vois, du coup, c'est pas forcément évident d'innover, on va dire. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. C'est pas facile de venir créer la surprise. Jules Herman, pour moi, c'est le Tolkien local. Il a créé la Lémurie et c'est la terre du milieu réunionnaise, tu vois. Pour moi, c'est immense en fait. Ce qu'il a fait. Mais ouais, justement. Et du coup, c'est un peu ce que tu voulais dire. Quelque chose autour de ça, tu vois. Enfin, oui, mais différent. Ouais, mais c'est, je sais pas. Enfin, je trouve ce qui est marrant, c'est que, mais enfin, je voulais rebondir sur ce que disait BGM. Oui, pardon. Moi, je pense, en fait, pour Jules Herman, ce qui a provoqué la chute de la Lémurie, c'est la météorite. Tu vois, moi je le vois plus comme explorateur de montagne. Après, tu vois, j'ai du mal à raccorder forcément le volcan avec. C'est si. Le volcan, c'est une source d'énergie. Et si, comme disait Jules Herman, il y a moyen d'aller voir les grands anciens. Donc pour y aller, il faut des portes, il faut des ouvertures. Et ces portes, ces ouvertures, il faut de l'énergie. Et le volcan, il fournit cette énergie-là. Ah oui, dans ce cadre-là, ouais. J'avais pas. Là, du coup, tu retournes carrément sur du Jules Verne et tu vois, avec les entrées vers les monts. Il y a des entrées. Les tunnels qu'on a à La Réunion, les tunnels sous-basaltiques, ce sont des portes d'entrée.
Imaginaire, mais possible. Ou des portes de sortie pour que les mondes souterrains remontent vers Forcément, nous. s'il y a une entrée, il y a une sortie. Forcément. Il vaut mieux qu'il y ait une sortie. Sinon, on se perd, on ne revient plus. Ouais, c'est marrant. Volcan, quelqu'un d'autre ou ça vous a pas inspiré pour l'instant, ça vous inspire pas Moi, j'ai pas eu d'inspiration volcanique? d'écriture, mais j'ai des anecdotes de mes petites excursions. J'ai un petit côté aventurière et tout. En gros, la dernière fois que je suis partie au volcan avec des amis, on était partis, voilà, on se croyait waouh, super fort et tout, pour aller tout seul, voir l'éruption et tout. Et en fait, on s'est perdu, clairement. La pluie a commencé à tomber, on n'était pas équipés, la nuit allait tomber. Et c'est moi qui me suis rendu compte qu'on s'est perdu. Comment je me suis rendu compte? En fait, Oula, on t'entend mal. la croix de Jésus. Ça vient de où en fait? Ah ok, bah vas-y, parce j'avais pas compris, il y avait du bruit. Oh, En vas-y. gros, il y avait une espèce, pas de tombe, tu sais, mais un truc de croix de Jésus ou quoi. Et au bout de 1 heure, on atterrit devant La même croix. Et là, je savais qu'on était foutus. Merde. Et là, on a entendu. le rire, poursuivi par le rire. Mais bah vous étiez pas foutus parce que t'es toujours là. Bah, il y avait la pluie. Ouais. Limite, on était sur le bord de l'hypothermie. Et quelques jours après, il y a des personnes qui c'est quand même dangereux, quoi. Ouais, il y a des parasites. Il y a des parasites, ou bien c'est moi. Oui. Ouais. Peut-être. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois, j'étais en train de me dire que ouais, le volcan ça m'inspire pas trop, mais ton histoire de croix, direct, avec tu vois, alors l'univers, je suis en train de regarder Entretien avec un vampire. Du coup, l'univers zombie, fantôme, vampire et tout, où effectivement, il y aura Ça un pourrait aller au potentiel volcan. là-dessus, quoi. Voilà, ouais, ça pourrait effectivement voilà, faire des mésaventures à ton groupe de randonnée. Ben, ouais. Bon, pour moi, le volcan est quand même une source d'inspiration qui revient de temps en temps dans mon cycle Hesperia. En fait, j'ai une constellation, donc la constellation de la Harpe, et dans cette constellation, une planète s'appelle Binti, est une planète volcan. Donc, il y a des volcans partout. Et dans le livre, celui que je viens de publier, Sorcière je suis, elle donne rendez-vous à un moment donné à un dragon, le dragon qu'il a formé, qui lui a donné un peu de magie, qui lui a donné sa quête, je dirais. Elle l'a retrouvé dans le volcan, un volcan en éruption. Et là, bien sûr, je décris ce que j'ai vu, ce que je connais, la lave qui descend avec l'arbre, ce fil à eau que j'ai vu tomber dans la lave et s'enflammer, les gouttes de lave qui descendent et tout ça. Bon, ben, bien sûr, j'ai décrit ce que je connaissais et je vois ce flot de lave qui descend. Et là, elle rencontre le dragon sur le bord en disant, de toute façon, comme un dragon est plus ou moins lié au volcan dans l'esprit des gens, on ne viendra pas le chercher là. Personne ne regardera s'il y a un dragon dans le coin parce que le dragon est associé au volcan. Donc là, c'est la première fois, enfin la première, j'ai déjà cité le volcan avant, lorsque, cette fois-ci dans Pacte avec la déesse, la gamine cherche la sorcière. Et elle dit peut-être qu'elle est sur Binti, la planète des volcans, en train d'admirer son ciel orangé lorsque la lave… enfin bref, donc elle revoit. Et à un autre moment, dans Cueilleur des nuages, là j'ai tout un passage où la Mjazé va chercher les jeunes cueilleurs et elle est obligée de passer par un tunnel de lave. En fait, je suis moi aussi allée faire un tour dans ces tunnels de lave que j'ai trouvé vraiment magique. J'ai adoré ça. Et j'ai placé une histoire là-dedans, tout un chapitre
il traverse ce tunnel de lave et pour retrouver la sortie, et bien sûr là-dedans, il y a les dredges qui attaquent, il y a la fumée qui va envahir parce qu'il va commencer à pleuvoir. Tiens, ça tombe bien avec toi là-bas, il va commencer à pleuvoir. Donc, le volcan, ça fait tout un nuage de fumée et qui va cacher le paysage. Et ensuite, il faut qu'il court parmi les fougères et revenir sur le bord. Voilà, donc j'ai quand même pas mal je dirais, de références dans mes livres au volcan. La lave, le paysage et puis la magie du lieu, quoi. Ouais, cool. Claire. Ouais, bah, pour revenir à ce que disait Angélique, moi j'avais écrit une nouvelle sur un couple qui se perdait au volcan. Parce que justement, ils y vont de nuit parce que c'est de nuit que tu vois le plus beau du spectacle. Ils se perdent et justement les thématiques étaient... Parce que depuis cette époque-là, j'avais déjà un peu imaginé la figure du grand diable comme le fils de la fournaise. Et en fait, il s'amuse à faire perdre les gens pour prendre leurs âmes et les donner à sa mère pour qu'il les mange. C'est guide touristique, en fait. Réel. Et elle rigole, tu vois. Tranquille. Non, c'est réel, c'est dur. Non, vraiment, C'est réel. Quand tu te perds là-bas, je te jure que tu flippes ta race, surtout quand tu retrouves la croix. Mais c'était un truc à visiter, non? La croix, tout le monde y va pour... allez voir la croix. Non, c'est pas... c'est pas ça. Ok. Bah, moi, le volcan, j'ai fait un premier truc avec la Cité du Volcan. Et du coup, bah, j'y ai mis Jules Herman, mais pas en... Comment dire? Plus sur le côté explorateur. Pas tellement sur le fait qu'il soit vraiment lié au volcan, en fait. Je l'ai repris, le personnage, et je l'ai inclus dedans. Et donc j'ai un peu creusé là-dessus, et là je suis plutôt sur... bon, ça commence à sortir un petit peu de la littérature, donc sur un proto de jeu vidéo, mais il y a une partie narrative. Et du coup là, j'ai vraiment essayé de reconstruire l'intérieur du volcan. Je me suis dit, quelle civilisation pourrait être créée à l'intérieur d'un volcan géant. Et donc j'ai un peu pris ça comme façon voilà, d'imaginer les choses. Et donc j'ai créé un certain nombre de choses. Mais ce qui est marrant dans le point de vue narratif sur le volcan, c'est que c'est toujours une descente en fait. Je trouve ça marrant. De toute façon, c'est un principe qui existe depuis... Descente aux enfers. Oui, ce qu'on appelle une catabase, c'est-à-dire le fait d'espèce de cheminement initiatique qui t'oblige à descendre vers l'intérieur de... Ça peut être un volcan, une grotte, etc. Ça fait penser à Orphée un peu. Et j'aime bien le principe de descente parce qu'après, je dis comment on remonte. Et donc c'est dans le volcan, enfin plus que le côté c'est chaud, ça va couler, etc. C'est le fait que ça, pour ton personnage, s'il a un espèce de cheminement, ça va aller ça va descendre. Et du coup, on peut supposer que c'est un espèce de voyage intérieur, mais pas forcément sur le côté le plus marrant du coup, parce que on descend vers les profondeurs. Et donc j'ai pas exploité. Hein? Les profondeurs de son âme. Ouais, ça. Il descend du volcan, mais aussi à l'intérieur de soi. Ouais, aussi, vas-y. C'est ça la quête initiatique, justement. Il y a aussi, on l'a peut-être moins à La Réunion, je ne sais pas, mais l'autre jour, j'ai écouté un podcast sur, beaucoup de podcasts, sur Naples. Et disait qu'à Naples, donc c'est une ville qui est située à proximité du Vésuve, qui est un très grand volcan qui a eu, comme vous savez sûrement, des éruptions très impressionnantes. Et du coup, ils avaient peur de la mort qui tombe du ciel. Parce qu'avec les éruptions et les cendres qui retombent. Et du coup, il y a les deux, quoi. Il y a vraiment les enfers d'un côté, mais aussi une espèce de punition divine qui arriverait du ciel, quoi. Mais on l'a moins à La Réunion, comme notre volcan, la lave, elle coule plutôt, tu vois. Ouais. On n'a pas ce C'est un volcan. des cendres qui retombent. Un volcan hawaïen. C'est un volcan hawaïen, en fait. Pour l'instant. Chevelure de Pelée, on n'a pas. Non.
Donc on a de la chance. Ça nous fait des petits morceaux d'île en plus. Ouais, mais ça, tu vois, là en parlant, l'image elle est un petit peu restée de trucs qui tombent du ciel. Ouais. C'est complètement. Ah oui, j'ai jamais trop pensé à l'extérieur en fait. C'est plutôt quand En tu fait, vas dedans. notre volcan, c'est un volcan marmaille, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté très. Tu sais, quand il coule. Non, mais c'est impressionnant, mais tu vois, par rapport à ce qu'on peut entendre sur d'autres volcans ou des éruptions historiques, où il y a eu le côté vraiment très. Nous, c'est un peu contrôlé, on y va, on se fait des frayeurs, on se perd dans la nuit et tout, mais finalement, ça reste assez soft, quoi. Ouais, bah on a de la chance que qu'on ait de la lave fluide. Si ça avait été un autre type de volcan, on aurait peut-être eu un genre de bouchon au-dessus et les gaz qui s'accumulent et après on est tous morts. C'est ce qui est arrivé à la montagne Pelée. Ouais. Donc c'est cool. On a besoin de la lave à l'intérieur quand même. Hein. J'allais dire pour les œufs des dragons, il en faut. Allez, ça réchauffe les œufs. Voilà. Et puis n'oublions pas que la lave, les cendres volcaniques, c'est très fertile. C'est pour ça que les gens restent autour des volcans. Ouais. Donc un volcan, c'est fertile. Et du coup, c'est le paradoxe, tu vois, c'est qu'on reste à proximité tout en ayant ce risque énorme. Ah ouais. Ouais. C'est jamais gratuit avec un volcan en fait. Dans mon univers, on trouve sur les pentes du volcan, on trouve quelque chose que j'appelle les orcelles et qui ont des pouvoirs, des capacités pour guérir, etc. Ce sont des orcelles que l'on trouve sur Binti. Binti, ma planète volcan. Donc, les gens vont faire des cueillettes d'orcelles, quelque chose de très coupant qui ressemble à des petits morceaux de verre sur des tiges. Donc, ce seront des plantes comme des petits morceaux de verre. Et ils en font quoi alors? Voilà. Et on fait de la cueillette de ces. Alors, il faut des gants, bien sûr. Il faut que les cueilleurs mettent prennent de précautions pour récupérer ces petites orcelles et les ramènent. Et il y a des propriétés bénéfiques de guérison. Voilà. En fait, dans mon univers, on va aussi ramasser des perles de nuages. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Cueillette de nuages. D'accord, ok. Il faudrait. Les perles. Donc, les perles de nuages se trouvent sur Hesperia, mais sur Binti, on a des orcelles. Ok. Voilà, c'est deux choses différentes, mais mais les jeunes vont les chercher. Il faut des vendeurs pour aller les chercher. Ok, ça a l'air. Il faudrait qu'on fasse une vision entière sur ce qu'on a créé comme faune et flore. dans un univers comme ça permettra à chacun de vraiment de détailler un peu son univers, ça pourrait être marrant. Du coup, volcan, on a fait le tour, même si je pense qu'il y aura encore plein de choses à dire. Si quelqu'un veut. Moi, je suis en train d'explorer. Alors, je suis loin d'être experte, mais je suis en train d'explorer l'écriture d'horreur et le réalisme magique. Que j'ai mes premiers contacts, mes premiers émois avec le réalisme magique en lisant Isabelle Allende. Et en fait, dès les premières lectures, c'est un genre qui m'a vraiment fascinée. Je lis assez peu, désolée, de fantastique, de science-fiction, de fantasy. J'aime plutôt ça en fait en film ou en animé, mais en lecture ou en bande dessinée aussi. Mais en roman, j'en lis assez peu. Et en fait, ce que j'aime bien dans le réalisme magique, c'est cette façon d'introduire des petits éléments qui font douter de la réalité de ce qui se passe. On va souvent avoir la présence de personnes disparues sous des formes de fantômes plus ou moins subtiles ou matérielles. On va avoir par exemple des personnes disparues qui vont s'asseoir dans le manguier dans la cour. Alors, je ne sais pas si ça me parle parce qu'il y a des éléments tropicaux et que du coup, j'y trouve une résonance avec la Réunion. Mais je trouve que c'est une façon intéressante d'évoquer
finalement une dimension un petit peu poétique et magique dans notre quotidien. Et c'est souvent utilisé pour parler de thématiques comme la famille, l'hérédité. Et voilà, et moi, c'est des sujets qui me touchent. Et il se trouve que je suis aussi en train de regarder 100 ans de solitude, l'adaptation du roman de Gabriel García Márquez. Et donc, ça me fait une petite révision parce que comme j'en ai lu depuis pas mal, je vois beaucoup mieux maintenant entre guillemets, les ficelles, vous disiez tout à l'heure, les clichés, un peu les motifs qui reviennent. Donc, par exemple, ces disparus qui restent présents dans la vie des personnes, souvent aussi un enfant qui naît dans la famille et qui est médium, et qui, dès sa naissance, va avoir des événements qui vont en anticipation des événements qui vont se succéder. Et du coup, j'essaye d'explorer ça en écriture, en utilisant un peu les personnages mythiques réunionnais, donc notamment l'homme coq. J'ai vu ça. Mais je ne sais pas si je vais continuer à écrire sur l'homme coq parce que j'ai eu une autre idée. En fait, alors vous allez me partager vos avis là-dessus, mais je trouve difficile d'écrire sur la Réunion parce que j'ai l'impression, la Réunion, quand j'écris, que je ne peux pas me détacher du quotidien et que du coup, je suis systématiquement dans le cliché. Mais alors voilà, pour le cliché, vraiment avec la grosse couche, quoi. Donc, comment vous arrivez en fait je pense à, par exemple, Claire et Angélique, et toi aussi, Nicolas. Justement, quand vous écrivez, est-ce que c'est le côté fantastique qui vous permet de vous détacher et voilà, de créer une histoire singulière? Comment est-ce que vous travaillez? Enfin, est-ce que vous travaillez là-dessus ou est-ce que ça vous vient tout seul? Moi, ça va être très simple. C'est parce que c'est une époque que j'ai pas connue. Donc, moi, l'histoire commence en 1788. Et ben, je me détache parce que c'est pas mon quotidien présent, c'est le passé. Mais du coup, quand tu réécris par exemple l'histoire de Grand-Mère Cale, t'as pas l'impression de entre guillemets trahir le mythe ou tu vois? Trahir un mythe. Comment on fait pour trahir? C'est un mythe. Mais le truc, c'est que moi, j'essaie de voir mon roman comme l'intégration de ce mythe dans le réel du roman, du coup. D'accord. Donc, ok. Mais du coup, enfin, ce que tu avais dit, c'est t'arrives pas à faire de la SF ou du fantastique en partant de la Réunion. C'est ça que tu disais, Mélissa? En fait, que ce soit de la SF ou un autre genre, si j'écris une histoire qui se passe à La Réunion, j'ai l'impression que ce sera forcément sortir du réel, en fait. Ouais, peut-être. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à sortir du réel. Peut-être, ouais. Ou en tout cas, que ce que j'écris, c'est pas bon, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Mais après, le piège avec le réalisme merveilleux, c'est que c'est vraiment le réel. Et c'est tellement réel que même le magique et le surnaturel, c'est normal. J'ai lu quelques histoires sur ce thème. Et par exemple, il y en a un, c'est un travailleur qui vient et qui, au fur et à mesure de l'histoire, ne fait plus rien jusqu'à se laisser mourir. Et c'était réel. Donc, c'est ça le piège avec ce genre-là. Oui, et puis c'est que, en fait, voilà, c'est tellement bien amené qu'à un moment donné, tu ne sais plus si c'est réel ou si c'est magique. Et effectivement, chaque lecteur, je pense qu'il... Ça a l'air compliqué. Je sais pas si tu as lu... sais pas, il faudrait que je retrouve le titre, mais je sais pas si tu as lu le motif dans le tapis. Et en fait, c'est un personnage qui est obsédé avec un motif dans un tapis. Et un jour, c'est un motif en forme de tigre. Le tigre dévore, je crois, sa conjointe ou quelque chose comme ça. Et personne ne parle plus jamais de cette femme. Ah, mais lui
sais pas si c'est vraiment produit ou pas. Mais c'est du Lovecraft Mais dans la face, Ça ressemble à Lovecraft. même pas. Enfin, C'est pas du Lovecraft. mais du coup, ouais, le réalisme. Du coup, c'est quoi le curseur en fait? Ça va vers le réalisme, ça va vers le. Tu vois, c'est le réalisme fantastique. Bah, quelque chose le comme ça. curseur, il est variable pour chaque fantastique. auteur. C'est-à-dire que pour certains, ça va être ce que les personnages imaginent. Tu vois, bah, quand par exemple, le fantôme dans le manguier, c'est les personnages qui imaginent Mhm. ce fantôme, qui le décrivent dans leur quotidien, qui l'entendent parler, etc. Et puis, tu en as d'autres où ça va être carrément un vrai fantôme. Enfin, un vrai fantôme. Bah oui, il y a des vrais fantômes. Le curseur, il est très, très variable en fonction En fait, il est sur le doute. Tu sais pas si c'est réel ou si c'est pas réel. Il y aura une version des personnes qui vont croire que c'est réel et une version qui va croire que c'est fantastique. C'est ça. Au final, Donc, c'est c'est le laisser fantastique. Oui. C'est bien la Ouais, définition peut-être du que c'est fantastique, hein, c'est de donner le doute. Bah après, le fantastique, quand tu vois une meuf cracher du feu, tu sais que c'est du fantastique. Mais si tu vois, je sais pas moi, un médium. Non, ça peut être une femme Non, créole non. énervée. Tu as mangé trop de piment. Le fantastique, non, tu ne Oui, vois pas, enfin. justement. Le fantastique, il faut que ça reste complètement flou. Toi, tu vas ressentir la peur, etc. Parce que ton imagination va dire, voilà, elle est en train de faire ça, 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 alors que on ne sait absolument pas. Il n'y a pas, ce n'est pas dit dans le texte. Oui, le magique Donc, n'est pas tu considéré comme, comme un fait. Il n'y a aucune certitude dans le fantastique. Mais du coup, c'est. Moi, je ouais, suis vas-y. pas de cet avis, mais bon. Après, moi, je regarde énormément de séries, donc ma vision est. Moi, s'il y a je sais pas, un dragon qui débarque dans la ville, qui bute tout le monde est mort, c'est un fait. Enfin, c'est pas un doute. Même Ouais, si mais ce ne c'est sera pas un film idiot. fantastique. Ouais, Ce c'est la sera peut-être de la fin. fantasy, mais ce ne sera pas du fantastique. Oui. Ouais, le fantastique, c'est C'est vraiment le deux genres rapport. différents. C'est le rapport à la réalité. Mais donc ça dépend. Ça Ouais. dépend aussi de la réaction des personnages. Parce que dans un réalisme merveilleux, le personnage, ça va. Il y a du fantastique, bon, il est choqué, mais ça va. Alors que, par exemple, on prend du fantastique Maupassant, le mec, il voit du fantastique, il flippe sa race. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Et je trouve que voilà, le réalisme magique, tu vois, le curseur, il peut varier de pour les personnes tout à fait normales et c'est dans leur tête. Ah, ça lag. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, en fait, il faut que tu aies quand même une bonne technique littéraire, en fait. C'est parce que il faut quand même avoir une. Est-ce que c'est basé plus sur l'intrigue ou sur la façon de décrire les environnements, de décrire les personnages? Est-ce que ça se En tout cas, construit c'est sûr que les auteurs que je lis et que j'apprécie dans ce domaine, c'est des gens que j'admire énormément. Enfin, tu vois, donc je me dis, ouais, ils sont là, quoi. Tu vois. Ok. Donc, oui, je pense que. Après, je ne les connais pas tous, mais oui, tous ceux que je connais, c'est quand même pour moi, des maîtres, tu vois, Mhm. en fait, sur cette subtilité-là de tu vois. Et ça me fait aussi un peu penser, qu'il y en a parmi vous qui connaissent le style gothique, tu vois, où c'est, je pense notamment à Sarah Marie Waters. Shelley. Alors Marie Shelley, mais aussi Sarah Waters, je ne sais pas si ont eu Affinité, c'est justement sur les fantômes. Et en fait, c'est un truc de fou. Tu lis le livre, enfin, moi je suis plutôt quelqu'un de rationnel, je ne crois pas aux fantômes, mais tu lis le livre, franchement, tu te poses des questions, quoi. Et tellement c'est. Tu y crois maintenant, en fait. Voilà. Ça y est, t'as lu le livre, c'est bon. Mais, alors non, parce qu'à la fin, très très bien ficelé, quoi. D'accord. Ok. Oui, c'est comme quand on a lu Lovecraft et que brusquement tu as une fenêtre qui claque, tu es là, tu n'oses pas aller la fermer cette fenêtre parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, mais Lovecraft aussi. Ouais. Mais Lovecraft Oui, mais ça aussi, m'étonne. il joue sur le fait que, en fait, il y a certaines choses qui
qu'il ne décrit pas vraiment en fait. Espèce de C'est ça. puissance Et ancienne, c'est là le etc. fantastique, justement. Il Et là, vous décrit le savez bien. ouais, ces histoires d'anciens, D'où- etc. Il dit jamais ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup il laisse le et du coup ton style littéraire c'est il faut vraiment que tu le fasses une sorte de coopération avec le lecteur en fait. Parce que si tu laisses pas son imagination travailler, si t'as pas le truc pour lui faire lui torturer l'esprit, là ça risque de tu vois ça c'est pour ça que je me disais il faut quand même avoir une bonne technique littéraire. Mais moi je suis pressé de voir l'homme En coq. Hein. horreur, il faut souvent... En horreur, il faut souvent un peu ce sous-entendu. Faut Ouais. pas le dire, c'est... Il lui est arrivé des choses graves. Je vous dirai pas quoi. Oui, Ouais. c'est ça, ouais. Et, Ouais. Mais moi- ouais. Moi, tout ça, ça me fait penser à Forbidden Planet. Là. C'est que c'est Ouais. justement, il n'y a pas de monstre. Mais c'est l'imagination de la personne qui va créer le monstre. Et comme chacun C'est ça. a une idée de ce qui fait peur, que la machine va créer selon ce que la personne pense. Et si il y en a qui ont peur d'être enterrés vivants, eh ben, il sera enterré vivant. S'il y en a un qui a peur de grand-mère Cal, il verra grand-mère Cal. Si quelqu'un a peur de boire de l'eau, il va boire de l'eau. Il aura peur de boire de l'eau. Ah, il va boire, ouais, ok. Donc, Ouais, je me souviens plus de Forbidden existe, Planet. hein. Donc, Ouais, c'est vrai. ça me fait penser à ce film-là, où, enfin, c'est aussi un livre, aussi, je crois, mais moi j'ai vu le film, où c'est vraiment l'imagination qui va créer la peur, et à aucun moment on dit que c'est ça. Mais nous-mêmes, on va créer notre propre peur. Quand le moment viendra, on va se dire qu'est-ce qui nous fait le plus peur, c'est ça. Et ça va arriver, quoi. Différent de l'horreur, en fait. Je pense que c'est différent de l'horreur, en fait. Ah, c'est différent de l'horreur. Hein. Ah oui, l'horreur et le gore, quoi. On monte Ah, la l'horreur. tête mais là, non. Là, Bah, en fait, dans horreur, pour moi, enfin, horreur, c'est assez large, tu vois, parce que dans horreur, tu peux avoir aussi l'effroi. Enfin, là, je sais pas, pour moi, quand on coupe les têtes et tout, effectivement, c'est du gore. Mais tu peux avoir des films, je pense à Sphère ou à Cube, où il y a aussi du gore, mais où ça joue toujours ce truc de. C'est claustrophobe, Cube. Claustrophobe. C'est C'est vieux, hein, c'est claustrophobe. bien. Oui, voilà. C'est vieux Et pas aussi. que. ça joue parce sur qu'il y la a peur de aussi, certains, quoi. Oui, voilà. Ça explore les peurs et toujours ce truc de. Comme si ça. Alors, même s'il y a des scènes très violentes, mais ça s'arrête juste avant, quoi. C'est le truc de qu'est-ce qui va se passer de pire, et en fait, ça s'arrête juste avant. Et ouais, c'est bien, Ouais. bien fichu aussi. Ouais, bah, Oui. À force de nous montrer des choses, des morts vivants, des trucs bizarres, des machins qui complètement tordus qui marchent, quand j'en regarde ça maintenant, on rigole. ouais. Mais les, mais, Oui. mais les Moi, morts je vois vivants, ça dans un film, je dis ah non, pas encore, on va aller dans le cimetière avec toute cette bande-là, c'est pas la peine. mais les, Non. mais J'aime les pas morts du tout vivants, ce c'est genre de marrant, les morts vivants. Ils nous ressemblent beaucoup. choses. Oh. Non, il y a tellement de choses pour faire rêver, on ne va pas Ah. regarder ça. Mais il y a ce vieux truc, cette vieille, je sais plus qui l'a dit qu'en fait le mort vivant c'était la métaphore du consommateur. Il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Tu sais, il faut qu'il consomme, il faut qu'il mange tout ce qui passe. Et quelque Oh part, là là. mais je À tel point comprends. Ouais. qu'aujourd'hui, quand je vois marqué horreur dans les titres, tu sais, les condensés en haut, là, c'est marqué horreur, thriller, compagnie. Si je vois marqué horreur, je dis, je ne vais pas le voir. Allez, on passe le film. Ouais, non, mais je pense qu'il cible tu vois, un public précis, des jeunes, etc., qui découvrent un peu ça, et du coup, là, ils sont plus faciles de remettre Oui, ça quelques limite clichés parce que, ouais, mais c'est vrai que si t'es habitué à l'horreur, après, c'est dur de trouver le film qui pourrait encore faire peur. Oui, Donc, c'est vrai. C'est quoi vos plus grandes peurs? Parce que moi, j'ai un personnage qui incarne la plus grande peur de chacun. En gros, chaque personne qui va voir le personnage va avoir sa plus grande peur, mais je trouve ça intéressant, ça dit beaucoup sur les gens. Et c'est là qu'on arrive à manipuler les gens si on connaît leur peur. Là, je manipule pas personne, moi. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est Le des questions personnage- intimistes, il faut créer des liens. Tu vois. Ou le méchant, où alors, il arrivera à manipuler les autres s'il connaît les peurs des autres. ouais. Mais tu parles de la peur de l'auteur ou de la peur du personnage dans l'histoire? Tu parles de la peur du personnage?
Non, moi, je veux connaître la peur des auteurs, moi. Allez, livrez-vous. Je n'ai peur que de mon imagination. Quelle est votre plus grande peur? Mon imagination, Mais c'est une qui grande- est ça peut capable être de une- créer toute la saloperie que je ne voudrais pas voir. Mais Ça, ça, oui. c'est la peur la plus terrible. Moi, je dis que pour l'instant, elle, c'est numéro 1 en termes de classement de peur. Ok, après. C'est quoi, toi? Alors, La peur, pour moi, c'est la plus terrible. L'imagination, pour moi, c'est le numéro 1 parce que ça peut te torturer l'esprit. Oh oui, totalement. Ah oui, Ouais. ça fabrique des choses, mais atroces. On en a peur alors qu'on sait que c'est nous-mêmes qui fabriquons ça. C'est extraordinaire. Planète. qui Oui. d'autre? Qui veut répondre? On est obligé. Nawa, Moi? c'est quoi ta plus grande peur, ouais? Ah, je sais pas. Si je savais, ça réglerait tous mes points. Curieuse, parce que toi, t'as Non. l'air, tu vois, Non, mais un je. mec qui a peur de rien. Ah, J'attends. si j'ai peur, ah, mon Dieu. Ah, punaise. J'ai une image, c'est incroyable. Non, je suis pas du tout ça. Non, mais non, si je savais c'était quoi ma plus grande peur, ça réglerait tous mes problèmes. Je peux pas m'avouer c'est quoi ma plus grande peur. C'est pas possible. Je sais pas. Je veux Pour pas. moi, c'est Enfin, les c'est catastrophes pas. C'est naturelles. que je peux pas le savoir. Dans ma façon de penser, je peux pas le savoir. En Alors, fait, si. Hein? Ouais, parce que tu peux pas l'avouer. Si tu te l'avoues, en fait, il faut que tu le règles. Réel. Et est-ce que tu as le courage de régler? Est-ce que tu as le courage de régler? Ouais, pardon? C'est forcément quelque chose qui nous dépasse. Donc, je dis les catastrophes naturelles. Moi, je vois, par exemple, le feu, on parlait du volcan, bon, quelque chose, une fumée qui arriverait brusquement, qui détruirait les gens. Bon, ça, c'est l'horreur. Là, on est dans l'horreur. Ouais, Et non, la mais. peur avec. Oui, mais On après, va pas moi, les je peux. Laurent. Hein? Ouais, Ouais. c'est Qui? ça. Quoi? Pour moi, ça, c'est naturel. On n'a pas du tout les mêmes Enfin, peurs. Eh ben voilà, c'est naturel. J'en ai Parce bien qu'on ne peut beaucoup. rien faire contre. On ne Ouais. peut rien. Mais on sait que c'est là. Mais c'est le surnaturel qui fait peur. Ah ouais. Non. Ouais. Toi, Non, Nicolas, alors, Ouais. c'est quoi? Moi, c'est l'humain qui me fait peur. Ouais. Aussi. C'est l'humain. Oui. Si vous regardez les actualités, vous verrez de quoi je parle. C'est l'humain qui fait le plus de victimes tous les jours. Hum. Donc c'est l'humain Ouais. qui me fait peur, moi. L'homme ou l'ours, donc toi, c'est l'homme. Voilà. Ouais, c'est l'homme. C'est pour moi la créature la plus dangereuse sur Terre. Plus dangereuse que les catastrophes naturelles. Plus dangereuse que tous les antagonistes qu'on crée bien souvent. Parce que bon, bah, on peut créer un monstre qui tue des millions de gens, mais un monstre, ça reste jamais qu'une créature sans conscience souvent. Et ça tue des milliers de gens, mais enfin, il n'y a qu'à regarder Adolf Hitler. Je veux dire, ce type-là, il a peut-être jamais été appuyé sur une gâchette, pourtant il a fait tuer des millions de gens. Donc, ouais, moi, c'est l'humain. Ouais. Ok. C'est un monstre. Est-ce que c'est une peur qui te semble, enfin, je sais pas comment dire, mais Mais imminente, on n'a pas peur de l'humain. C'est bien ça le plus grave. On n'a pas Moi, forcément Ah, si, peur si, moi des j'ai peur. hommes qui sont en face de Ah, nous. si. Ouais. Ah, si. Ok. Si, moi, On j'ai devrait. souvent des- Et tu le transcris dans tes romans, ça, en fait? Pas, je sais pas. J'en parle peu, je pense. Je suis même pas sûr d'avoir abordé le sujet véritablement. C'est marrant que. Si on C'est la minute parle de ma peur psychanalyse. d'auteur, moi, ma peur à moi, c'est l'humain. Donc, du coup, je traduis, moi, les travers humains que je peux trouver chez les gens ou chez l'humain d'une manière générale. Je les traduis souvent dans mes antagonistes principaux. C'est comme ça que je les fais vivre, mais je pense que et c'est pour ça que c'est pour ça que j'écris alors pas du fantastique pour le coup, puisqu'on vient de réviser le terme, plutôt de la fantaisie, mais c'est pour ça que j'essaie de m'évader, c'est parce que le réel me fait extrêmement peur. Je regarde plus les actualités, c'est terrifiant. Terrifiant. Moi, non. Bah, on est deux. Hein. J'ai horreur de regarder. Je veux dire, Mais- je regarde un journal, je suis déprimé pour 3 jours. On dit qu'on peut mourir de peur. Est-ce que la peur de l'humain peut te tuer? Ah ouais, je pense, ouais. Est-ce que ça c'est peut te restreindre, peut-être pas te c'est tuer, mais le- te c'est restreindre. cet humain La peur en elle-même peut, je pense pas, peut te tuer, mais je pense que, enfin, la peur, c'est un système de défense que l'homme a pour se prémunir du danger, en fait.
Moi, si je peur de l'humain, c'est parce que c'est pour moi l'humain la créature la plus dangereuse sur Terre. C'est juste ça, en fait. Donc, Moi, j'ai peur de devenir un monstre. Genre, j'ai peur de devenir un mauvais humain qui craque dans sa tête et tout. Mais c'est genre, ça s'appelle la phobie d'impulsion, voilà. Pour ceux qui D'accord. savaient pas. Et ok. c'est terrible. T'as peur de perdre le contrôle. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas, en fait. C'est quoi ma Mais vraie je peur? Voilà. Je sais pas c'est Peur quoi de ma vraie basculer. peur. Tout va bien, je perdrai pas le contrôle. Je sais pas c'est quoi ma vraie peur, en fait. Enfin, je sais pas. Je Ah, pourrais dire que j'ai peur de ça, mais en Enfin, fait, au fond, je crois que j'y crois pas vraiment. Je crois que je pourrais pas m'avouer c'est quoi ma c'est vraie peur. difficile, moi, de mettre Ouais. une hiérarchie. Il y a plusieurs choses qui me font peur, mais de là à dire celle-là, c'est la plus grande peur, j'ai du mal à classer, quoi. Ok. Ouais. Ouais. Il y a la Et, peur de la mort aussi. Parce que bah, c'est la grande inconnue, quoi. ouais. Ok. Et de ça se retrouve dans tes romans? Oui. Ouais, moi personnellement, oui. Bah, en fait, mon héroïne, elle souffre de culpabilité, elle croit que elle est un monstre et tout. Et donc, elle doit apprendre à se pardonner Ouais. elle-même et tout ça. Mais pour moi, nos peurs, comme nos plus grandes ambitions, nos plus grands, je sais pas moi, nos plus grands sentiments extrêmement forts, ça se transmet forcément d'un un moment ou un autre dans ce qu'on va écrire, dessiner ou quoi. Enfin, je sais pas, c'est Ah oui, continu, oui. quoi. Non, c'est sûr que c'est sûr que ce qu'il y a dans nos livres, il y a comme C'est un peu ce qui une nous certaine anime, je partie de pense, nous. hein. Ouais. Enfin, tous les auteurs, je pense que c'est ce qu'on a en commun, c'est qu'on on veut partager de l'émotionnel avant tout, je crois. Ouais, mais ça, est-ce que ça veut dire que tu te mets vraiment dans tes romans? En fait, c'est la question. En fait. Ah oui. En fait, dans les Moi, romans, si j'ai pas ça, j'écris pas. on Ok. n'y pas spécialement, mais on fait des choses et on dit des choses qui finalement ramènent à ce que l'on a en nous, à nos peurs, à nos craintes, à nos désirs, à nos amours, tout ça, on le met dans les romans sans même nous en rendre compte, hein. Clairement. Je pense Ouais. que quand tu lis plusieurs romans d'un auteur, alors peut-être pas sur une très longue période, mais tu vois, qui ont été écrits sur une période assez courte, il y a des choses qui se dessinent. Tu vois, des obsessions, des, des ressentis, des choses que tu retrouves. Mhm. Ouais. Ça. Ok. On continue encore un petit peu ou vous avez sommeil? En fait, ce sont nos personnages qui sont On nos continue. porte-paroles. Euh, Le personnage sont nos porte-parole, moi non en fait. Enfin, pas dans le sens où ils vont dire ce que moi je pense. Ils vont être porte-parole d'un truc auquel j'ai pensé, à un thème, à un truc. Mais enfin, pas dans le sens où. Bah, si, ils vont défendre ton opinion ou pas. Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire, j'ai un thème et j'essaye de faire vivre le thème dans les personnages. Mais est-ce que à la fin j'ai envie de dire ce que je pense ou pas? Ça, souvent, c'est pour moi, c'est pas clair en fait. À la fin, c'est ce qu'on parlait de la dernière fois en fait. Tu vois, j'ai envie de Ouais. finir comme disait Kubrick. À la fin, c'est ouais, faites-vous de votre opinion à la fin. Et du coup, moi, j'investis pas effectivement dans mes histoires. C'est cher payé, je trouve parfois pour certaines choses. Du coup, voilà, mais je trouve que c'est mieux en fait. Qui nous a... C'est Mélissa. Ça. Ouais. Du coup, vous, Ouais, il est, Nous aussi. ouais. Est-ce que on continue ou s'il est 10h30 ou vous êtes dans le feu de l'action et Moi, je file. ok. Bah c'est cool. On a rajouté un thème supplémentaire. On a parlé de la peur et de l'horreur. Donc au lieu d'en faire 3, on en Dans a le fait feu 4. d'action, on verra. Voilà. Et bah j'arrête l'enregistrement du coup. Juste en